Sans l'art, parlerait-on de beauté? C'est l'un des sujets proposés au bac philo. Aujourd'hui, aucun problème majeur signalé pour cette première épreuve qui a rassemblé 500 000 candidats. Un plan contre l'immigration clandestine adopté par les 15 ministres de l'Intérieur européens. L'enquête de cette édition, comment les policiers français ont démantelé aujourd'hui une filière chinoise qui avait fait entrer des centaines de clandestins en quelques mois. Où sont passés les derniers francs? D'après la Banque centrale, 22 milliards n'ont toujours pas été changés depuis l'arrivée de l'euro. Il ne reste plus que quelques jours. Politique, décision de bon sens ou cadeau électoraliste aux chasseurs, Jean-Pierre Raffarin abroge le décret Cochet qui réduisait la période de chasse aux oiseaux migrateurs. Enfin le mondial, l'Italie se fait peur mais obtient son billet pour les huitièmes de finale, un partout face au Mexique, qualifié également. La coupe continue aussi pour la Turquie et pour le Brésil qui a marqué 5 buts contre le Costa Rica. Et puis on reviendra sur cette découverte majeure semble-t-il, annoncée il y a à peine une demi-heure par la NASA. Un système solaire similaire au nôtre a été identifié. Bonsoir à tous, merci de votre attention. 8 heures ce matin, visage concentré, ventre noué, l'heure du grand bain pour les 500 000 candidats au bac qui ont commencé l'examen par l'épreuve de philosophie, ici au lycée Saint-Germain de Toulouse. 4 heures pour disserter sur une question au choix ou commenter un texte. Premier commentaire à la sortie, Florent Muller et Raymond Chaplard qui nous rendent une copie eux aussi à leur manière. L'exécution eut lieu à l'aube. Sans l'art, parlerait-on de beauté? Voilà. Vous l'avez traité comment? Eh bien, je l'ai traité comme j'ai pu. Le plan, ouais. Beaucoup de baratin, quelques gros philosophes et du freestyle. C'est la matière que, vraiment, ça dépend, on peut croire qu'on a réussi et puis finalement, on peut se taper une mauvaise note, quoi. C'est une loi naturelle et donc abominable. On compose et puis on se décompose. 4 heures à s'arracher les cheveux, à appeler de ses voeux cette Eureka qui ne vient pas. Faut bien reconnaître, la question n'est pas simple. Il n'y a pas de raison, on s'y est mis aussi. L'art, la beauté, pas facile à distinguer ces deux-là. C'est là que j'ai un petit peu de mal à comprendre cette question. Et que je plains énormément les malheureux candidats qui ont planché sur ce sujet aujourd'hui. Et si le beau se nichait un peu partout? S'il suffisait de lui donner un cadre, une grille d'analyse, un point de vue, quoi. Pour s'intéresser à quelque chose, il suffit de la regarder longtemps, disait Flaubert. Aïe, v'là qu'on file droit vers le hors-sujet. Rendons-nous chez les philosophes, ou plutôt dans leur antre caféiné. Sans l'art, parlerait-on de beauté? Une femme, une belle femme, on peut considérer ça aussi comme de l'art. Beaucoup d'artistes ont reproduit les femmes, les sculptures. La vie imiterait donc l'art. Tiens, on dirait du Hegel. Prenez un homme au hasard, dans la foule. Mettez-le en scène. Et oui, ceci n'est plus une pipe et pas tout à fait du Magritte. Je ne suis pas une œuvre d'art. L'art ne fait pas le beau, c'est un jeu. Et tant pis pour celui qui s'en fait un devoir, disait Max Jacob. Ouais, pas mal comme point final. Et pour nourrir votre réflexion, ce soir, voici quelques-uns des autres sujets proposés. Connaissons-nous mieux le présent que le passé? Défendre ses droits, est-ce la même chose que défendre ses intérêts? Ou encore, la politique est-elle une science ou un art? Interrogé sur le sujet, le dernier, Jean-Pierre Raffarin a estimé qu'elle était un dépassement, donc elle a quelque chose de commun avec l'art, dit-il. Pour Robert Hue, si la politique était une science, les politiques ne se tromperaient pas, et si elle était un art, il rendrait le monde plus beau. Dans l'un ou l'autre cas, ça se saurait, dit-il. Le bac, en tout cas, reste un des derniers rituels intangibles. Illustration étonnante avec ce groupe d'amis bacheliers en 92. Ils avaient fait le serment à l'époque de repasser le bac ensemble 10 ans plus tard. Promesse tenue, ils étaient au rendez-vous ce matin. Un reportage Éléonore Gay, Marie-Pierre Cassignard. Une phrase simple, tu vois. L'homme sans passé peut-il être libre? Ah putain, c'est bon ça, attends. Exactement. C'était hier soir. Peut-être la soirée de révision la plus décontractée de France. Il y a 10 ans, ces 5 copains décrochaient un bac scientifique. Aujourd'hui, ils repassent le bac, littéraire cette fois. Il n'y a pas des profils d'une œuvre philo? Tu sais, tout Aristote en 3 pages. Mais si, hein? en 3 lettres. Voilà. C'est un défi qu'on s'est lancé, quoi. C'est aussi une manière de se juger 10 ans après, sur les mêmes sujets, sur les mêmes matières qu'on a pu passer il y a 10 ans, et de voir avec la maturité, l'expérience, la bedaine, si on est capable d'avoir encore ce bac, quoi. Ce matin, rendez-vous dans différents lycées parisiens. Même à 28 ans, qu'on soit architecte, financier ou commercial, la copie de philosophie effraie toujours.
C'est un mélange d'anxiété et d'excitation parce que ouais, c'est sympa. Pourtant, vous l'avez, votre bac. Ouais, mais peu importe, c'est une épreuve intellectuelle et on passe un concours national. Cette épreuve est la première de toute la série. Jusqu'au 26 juin, il leur faudra concilier vie professionnelle et tests d'histoire ou de mathématiques. Alors c'est bon. C'est bon. Ouais. Et toi, t'as pris lequel? Deuxième, l'art. J'ai rien compris au texte. Mais si, comme prévu, commentaire de texte. Comme j'étais un peu pressé, je fais ça en 2 heures et quelques. Pas bien voir. C'est agréable parce que tu vas détendu et tu te fais plaisir. Et ça change de faire un examen en se faisant plaisir en fait. Bonne nouvelle pour ses abonnés au bac. En France, un candidat peut passer ou repasser l'examen autant de fois qu'il le souhaite. Suite des épreuves demain. Pour les premières, ce sera le bac français. Justice, les suites de l'enquête sur l'explosion de l'usine AZF avec cette scène étonnante à Toulouse ce matin. Après les ouvriers, le directeur de l'usine et certains de ses collaborateurs ont été placés en garde à vue. À leur arrivée à l'hôtel de police, ils ont été applaudis par une 50aine de salariés, dont les délégués CGT. Reportage Indine Boudaoud, Alexandre Delaval. Vous avez des choses à déclarer aux policiers? Le directeur de l'usine AZF ne répondra ni aux questions des journalistes, ni à celles des policiers. En garde à vue depuis ce matin, il a choisi le mutisme pour stratégie. Applaudi, Serge Bichelin a le soutien de ses salariés. Il y a des liens qui ont pu se créer et qui font qu'on échappe un peu au rationnel et on se trouve dans le domaine de l'affectif. Ça fait partie de la vie. C'est une dure leçon de la vie que nous sommes en train de vivre. 8 cadres de l'usine sont aussi interrogés par les policiers, plusieurs ingénieurs et le chef de la sécurité. Tous sont soupçonnés de négligence. Après 48 heures de garde à vue, ce sous-traitant d'AZF est libre, il a été loquace. Murés dans le silence, les cadres de l'usine passeront leur première nuit à l'hôtel de police. Fusillade mortelle hier en fin d'après-midi dans un parc public de Chambéry. Un jeune homme de 23 ans qui venait d'acheter une carabine 22 long rifle a ouvert le feu sur un couple très calmement, tuant l'homme sur le coup. Il a ensuite visé un autre passant qui est dans un état grave avant de retourner l'arme contre lui et de mettre fin à ses jours. Il s'agit d'un acte de démence. Le tireur était dépressif selon sa mère et suivi psychiatriquement à l'occasion. Le maire de Chambéry, Louis Besson, appelle à un débat sur la vente des armes. De nouveaux chiffres sur la délinquance. Elle a fortement augmenté en zone rurale depuis le début de l'année, plus 11,5% en 5 mois, avec un pic de 19,6% pour le mois de mai. Chiffre rendu public par le ministère de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy estime qu'ils doivent conduire à une réorganisation des forces de gendarmerie compétentes sur ces zones qui représentent 30% de la population. Pas de chiffre officiel en ce qui concerne les villes. Hier, Nicolas Sarkozy parlait d'une hausse générale de la délinquance, toutes zones confondues, sur les 4 premiers mois de 5%. À Mulhouse, les conducteurs de bus sont en grève illimitée suite à 2 agressions. 40% seulement du trafic est assuré. Christine Boss, Sylvain Gauthier. Les usagers des transports en commun mulhousiens avaient le choix ce matin entre la patience et la prévoyance. Avec 40% de bus qui circulent, aucun incident ou retard notable au baccalauréat à signaler, mais une exaspération latente de certains usagers. J'en ai ras-le-bol. J'ai perdu 3 heures de travail ce matin. C'est pas vous qui me les remboursez pour emmener mes enfants à l'école. Dialogue de sourds avec un directeur pris au piège. Il n'y a pas que ça, il y a un état d'esprit. Ils sont tous malades ici. Ils sont malades, les gens. Regardez, dans leur bus, ils sourient même plus aux clients. Mais vous croyez quoi? Et succès garanti auprès des conducteurs grévistes qui dénoncent en vrac les conditions de travail, les salaires et l'insécurité avec 2 agressions ce week-end, dont un jet de cocktail Molotov qui a partiellement incendié ce bus. Je suis désolée, les smicards pour travailler 7h50 sur le réseau, de se faire insulter, se faire cracher dessus, hein, non, il y en a ras-le-bol. Un mal-être général qui a laissé de nombreux bus au dépôt, et ce malgré les dispositifs de renforcement de la sécurité mis en place depuis 2 ans, comme les systèmes de vidéosurveillance installés dans plus de la moitié des bus et qui ont permis de faire reculer les agressions. Oui, la direction précise qu'elles sont en diminution pour les années 2000 et 2001. À Ouessant, ce cambriolage entre guillemets très particulier, une 60aine d'obus de la Première Guerre mondiale trouvés sur la plage et rassemblés dans un ancien fort en vue de leur destruction ont été dérobés. Le maire d'Ouessant cherche par tous les moyens à alerter les petits malins du danger qu'ils encourent. Olivier Sioux, Michel Hiver. Des parpaings,
points, des barbelés, une grille. Cette fois-ci, ils ne passeront pas. De toute façon, c'est trop tard, ils sont déjà passés. La Marine nationale a eu une désagréable surprise cette semaine en voulant détruire les 240 obus retrouvés quelques semaines plus tôt dans un fort abandonné de l'île d'Ouessant. Après un ultime recomptage, il en manquait 63 exactement, disparus, évaporés, des obus a priori peu dangereux à manipuler, quoique. Ce sont des obus qui sont stables puisqu'ils sont non amorcés, mais quand même ils peuvent présenter une certaine dangerosité si on les manipule mal, ou je dirais, pardonnez-moi l'expression, si on les traficote. Bref, il y a quelque part caché sur l'île de quoi faire un sympathique feu d'artifice et un beau carnage. Après une rapide enquête, les gendarmes ont retrouvé 3 de ces obus chez un adolescent de 16 ans. Une blague de potage, c'est d'ailleurs la piste qu'ils privilégient et continuent à suivre, avec une promesse à la clé, l'impunité pour les gamins farceurs, si les obus baladeurs reviennent d'eux-mêmes. L'Europe et la lutte contre l'immigration clandestine, réunis aujourd'hui au Luxembourg pour préparer le sommet de Séville la semaine prochaine, les ministres de l'Intérieur des 15 ont adopté le plan espagnol qui prévoit à terme une gestion commune des frontières, opérations conjointes, échanges d'informations et discussions avec les pays d'émigration. Nous ne voulons pas construire une Europe forteresse, mais il faut se donner de nouveaux moyens, a expliqué par exemple le ministre de l'Intérieur allemand Otto Schily. En France, le démantèlement des filières constitue l'une des priorités de la police. Exemple aujourd'hui avec l'interpellation d'une filière chinoise de passeurs. 13 personnes interpellées, elles exigeaient 15 000 euros, 100 000 francs des candidats au voyage. Opération que nous avons pu filmer depuis la phase de repérage jusqu'aux arrestations. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Michel Fine, Pascal Caron, Abdel Zouyesh. Ils vont pas tarder. Hop. Ça fait 8 mois que les policiers les surveillent. 2 Chinois, membres d'un réseau qui fait venir en France depuis Pékin des clandestins. Il y a combien? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clandestins arrivés quelques jours auparavant par avion. Ils sont restés enfermés dans un appartement en attendant de payer le prix de leur passage, 15 000 euros. L'appartement est un lieu de transit connu des policiers. C'est la police. Allez, on y va doucement. Doucement. À gauche. Ils sont réveillés par surprise. Tout le monde reste assis. Alain. 4 jeunes Chinois que les policiers ont déjà vus pendant leur surveillance. Ce sont les membres du réseau d'immigration clandestine. À quelques kilomètres de là, à la même heure, d'autres policiers interviennent. Ici, on est chez le principal organisateur du réseau, un Chinois d'une 50aine d'années qui vit là avec sa femme. Il y a un problème. On va t'expliquer. Il y a un gros problème pour toi. Vas-y, habille-toi maintenant. Allez. Les policiers savent déjà tout de lui. Ils le surveillent depuis 8 mois. Ils savent que les clandestins paient leur passage en espèces, 15 000 euros environ par tête pour un Pékin-Paris avec des faux papiers. Ils vont trouver de l'argent. Oh, monnaie. Ils sont économes ces gens-là. Toutes les devises sont acceptées. Des anciennes lires, des anciens francs, des euros, des dollars. Qu'est-ce que vous trouvez là? Des dollars, dans la poche d'un costume rangé dans l'armoire. Autre indice, les téléphones portables. Le chef du gang changeait souvent de numéro pour échapper aux surveillances des policiers. Dans une autre pièce de l'appartement, les enquêteurs découvrent aussi 3 clandestins chinois, venus eux aussi par avion. Tous sont ramenés au service. On estime qu'il y a en France environ 100 000 Chinois entrés illégalement. Nous sommes ici à Locriest, office spécialisé dans la lutte contre l'immigration clandestine. En 6 ans, il a démantelé 150 filières. Dans la moitié des cas, il s'agissait de Chinois. Voici le bureau de l'identité judiciaire. On y relève les empreintes sur des documents saisis. On y inspecte les faux papiers. Les policiers ont affaire à des filières de plus en plus structurées, de plus en plus dangereuses. Les chefs de réseau n'hésitent plus à tuer, enlever, séquestrer un concurrent pour récupérer des clients. C'est une mafia. On est confronté à
à une organisation qui se régénère très facilement. On va démanteler une filière, 15 jours après, on va voir que la même filière avec d'autres hommes sera mise en place avec des modes opératoires qui tiendront compte très rapidement du type de travail qu'on a utilisé, de l'action qu'on a utilisée. Le chef de la filière qui vient d'être démantelé risque 10 ans de prison. Les policiers le savent et s'y préparent. D'autres sont prêts déjà à le remplacer. Économie, où sont passés les derniers francs? Selon la Banque de France, 22 milliards n'ont toujours pas été changés depuis l'entrée en vigueur de l'euro. Peut-être oubliés dans un tiroir, jetés par erreur ou conservés par les collectionneurs. Attention en tout cas, après le 30 juin, les banques commerciales ne changeront plus les francs. Reportage Elisabeth Esley, Jean-Louis Bousser. Ils ne sont pas tous dans les lessiveuses. Julien, 23 ans, employé dans une librairie, ne se sépare jamais de ses 2 billets de 50 et de 100 francs. Et il est bien décidé à les garder toute sa vie. Il n'aime pas les coupures d'euros. C'est le manque de personnalité, peut-être des billets d'euros déjà. Je trouve qu'ils s'attachent pas assez peut-être au patrimoine affectif qu'on a tous. Les billets qu'on avait en francs, bon, y a pas mal de symboles. Même Pierre et Marie Curie par exemple, ou Saint-Exupéry, Cézanne. Entre les mains des nostalgiques, des collectionneurs ou de ceux qui thésaurisent, 22 milliards de francs n'ont pas encore été changés. Où sont-ils passés? C'est de l'argent dont on ne sait pas où il est. Ce sont des personnes âgées qui les ont mis dans un coin, dans une cachette, qui ont peut-être oublié. Et puis voilà, et cet argent peut-être qu'on ne le retrouvera jamais, ou bien des héritiers, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, qui retrouveront quelques billets ici ou là. Mais les plus soigneux peuvent faire des affaires. Un billet de 20 francs état neuf peut déjà se vendre 40 francs et un billet de 100 francs, 150 francs. Mais le plus grand bénéficiaire, ce sera l'État. Tous ces francs cachés ou perdus, qui ne sont pas changés à la banque, c'est autant d'euros qui restent dans les caisses de l'État. Pour lui, une nouvelle cagnotte. Oui, mais si vous possédez des francs, rien ne sera perdu tout de même après le 30 juin, puisque la Banque de France et elle seule accepte de changer les pièces pendant 3 ans et les billets pendant 10 ans, mais il faut se déplacer. Économie encore, les marges de manœuvre du prochain gouvernement pourraient être plus limitées que prévu. Information du quotidien Les Échos, l'audit des finances publiques commandé par Jean-Pierre Raffarin devrait révéler des déficits supérieurs aux estimations, plus de 2% du PIB pour l'ensemble des administrations publiques, avec un retour dans le rouge des comptes de la Sécu, entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de déficit après 2 ans à l'équilibre. La fin du sommet des Nations Unies contre la faim à Rome. On notera d'abord que la clôture des travaux a été avancée de 2 heures pour permettre aux délégués et à Silvio Berlusconi de regarder le match de football Italie-Mexique. Beaucoup de bonnes intentions dans la déclaration finale et aussi les regrets des pays du Sud qui dénoncent les protections douanières des pays riches. Cela dit, les famines ont le plus souvent des causes intérieures. Exemple, l'Angola, pays grand comme 2 fois la France, 12 millions d'habitants, ex-colonie portugaise, pays riche de son pétrole et de ses diamants, mais éreinté par une guerre civile qui dure depuis 27 ans. Depuis 2 mois, c'est le cessez-le-feu et on découvre l'étendue du désastre. Plus de 4 millions d'Angolais déplacés sont directement dépendants de l'aide alimentaire. Envoyés spéciaux Éric Monnier, Bruno Giraudot. Pour Sofia, juste un souffle de vie et rien d'autre. Parce qu'ils sont arrivés très affaiblis, souvent malades, dans ce centre d'urgence de MSF à Kahala, ces enfants ne survivront pas tous. 2 mois après la signature d'un cessez-le-feu en Angola, les victimes de la guerre civile se comptent encore en centaines chaque jour. Et la plupart ont moins de 5 ans. Non, il est en hypothermie d'ailleurs. Aujourd'hui, il a 36,7. Et ça, c'est les œdèmes de stase. C'est véritablement un musée pathologique. Ce sont des choses qu'on voit plus. D'abord, des états de dénutrition comme ça, ça se voit que si les gens sont abandonnés depuis plusieurs mois, voire peut-être des années. Dans des camps comme celui de Sambo, où ils sont consignés avec leurs familles, les anciens rebelles de l'UNITA fêtent bruyamment la réconciliation nationale. Mais à 2 pas de là, la course contre la montre est lancée. Il faut vacciner, et vite, contre la rougeole, première cause de décès ici. Au passage, on détecte les enfants les plus malnutris, ils seront évacués vers des unités de soins intensifs. Ces derniers mois, raconte cette mère, il a fallu se contenter de farine de manioc et de feuilles pour survivre. Pour eux et pour les autres,
L'aide gouvernementale ou internationale arrive enfin, mais encore trop lentement, dénonce Médecins sans frontières, décidément bien seul aujourd'hui en Angola. À Kahala, il n'y a pas eu de miracle. Arrivée le matin, Sofia est morte, en fin d'après-midi. Elle avait 3 ans et n'aura connu que la guerre, la faim et la fuite. En bref, toujours à l'étranger, Hamid Karzai, élu sans surprise par la Loya Jirga, à la tête de l'autorité de transition afghane. 1295 voix pour 1575 votants. Il a donc bénéficié du soutien de communautés ethniques autres que la sienne. La surprise de ce vote a été la candidature d'une femme, Massouda Jalal. Elle a tout de même obtenu 171 voix. L'état d'urgence déclaré dans le Colorado alors que les incendies continuent. Ce sont les pires dans l'histoire de l'État. 40 000 hectares brûlés, 2000 pompiers toujours mobilisés à l'heure qu'il est. Les flammes sont maintenant à une quinzaine de kilomètres de la banlieue de Denver. Politique, clin d'œil électoral aux chasseurs ou rétablissement d'une tradition. Jean-Pierre Raffarin a abrogé ce qu'on appelle le décret Cochet qui réduisait la période de chasse aux oiseaux migrateurs, sujet très sensible qui oppose depuis 20 ans écologistes et porteurs de fusils. Philippe Boisserie. Jean-Pierre Raffarin s'est compté. Venu soutenir Brigitte Barège, la candidate UMP de Montauban, il sait que les 2000 voix qui se sont portées sur le candidat Chasse, Pêche, Nature et Tradition dimanche dernier ne doivent absolument pas être négligées. Mais foi de Premier ministre, ce n'est pas pour cela qu'il a annoncé hier l'abrogation du décret Cochet sur les dates de chasse aux oiseaux migrateurs. Cette loi tarde à être mise en cause. Il y avait des propositions qui avaient été faites. Et puis, pendant la campagne électorale des présidentielles, des engagements ont été pris et nous devons les tenir. Après l'adoption tumultueuse de la loi chasse, défendue par Dominique Voynet, son successeur Yves Cochet avait établi la date d'ouverture de la chasse aux migrateurs au 1er septembre ou dans certains cas au 10 août. Jean-Pierre Raffarin parle d'avancer cette date au 1er août. C'est une mesure tout à fait démagogique et puis racoleuse pour les électeurs du second tour, notamment qui ont voté pour les chasseurs au premier tour, dans la mesure où sur le fond, ça n'est pas du tout justifié. Si chasseurs et défenseurs de la nature s'affrontent régulièrement sur le sujet, un autre acteur a son mot à dire, le Conseil d'État, qui rappelle régulièrement aux législateurs qu'il doit respecter les directives européennes plus strictes. Les protecteurs des oiseaux le savent bien. Les chasseurs, ils ont pour arme les fusils, nous on a pour arme le droit. Il est évident qu'en fonction des textes qui sortiront, eh bien on ira à nouveau devant les tribunaux administratifs ou devant le Conseil d'État, ce qui est très dommage, on a mieux à faire. Du côté des chasseurs, si l'on salue la bonne nouvelle et le changement de méthode imprimé par le Premier ministre, on affirme vouloir rester vigilant. Et puis une surprise pour Jean-Pierre Raffarin, en déplacement ce soir à Tulle, en Corrèze, pour soutenir le candidat UMP. Il a été accueilli à son arrivée à La Réunion par le maire de la ville, qui n'est autre que François Hollande. Petit échange entre les deux hommes. Alors voilà, vous êtes ici, je n'allais pas dire chez vous, mais en tout cas dans votre réunion. Voilà, on s'est croisés assez rapidement quand même. Autre information de cette journée, Alain Juppé renonce officiellement à être candidat à la présidence de la future Assemblée nationale, un objectif que certains lui prêtaient. Il indique dans le Figaro qu'il souhaite prendre la direction de l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle, créée par Jacques Chirac. La circonscription de la journée, celle du maire communiste André Gérin à Vénissieux près de Lyon. Malgré la débâcle du PCF, il reste favori pour conserver son siège. Reportage Hélène Hugues, Yann Moine. Jour de marché aux Minguettes. André Gérin, député sortant, est à la rencontre de ses électeurs. On pose jusqu'à dimanche, hein. On y croit, oui. Comme la plupart des communistes, on le croyait condamné. Au présidentiel, Vénissieux-la-Rouge, ville dont il est maire, n'avait accordé que 7% à Robert Rue. Au premier tour des législatives, malgré la multiplicité des candidatures à gauche, André Gérin a recueilli 32% des voix, à contre-courant de l'histoire. J'ai parlé de choses qui fâchent vis-à-vis du gouvernement, j'ai parlé de choses qui fâchent vis-à-vis du PC. Il y a peut-être des enseignements à tirer, et je considère aujourd'hui que le Parti communiste n'est pas mort, mais que s'il veut revivre, il faut qu'il renoue avec le peuple et qu'il s'occupe d'abord des problèmes concrets de la vie quotidienne. Une triangulaire lui aurait permis une réélection facile, mais le Front National, malgré ses 20%, a été éliminé.
Dimanche, André Gerin devra faire le plein des voix à gauche et convaincre parmi les 42% d'abstentionnistes. Alors je vais vous tirer les oreilles alors. Face à lui, André Sarda, le candidat de l'UMP. 22% des voix conquises surtout dans la partie rurale de la circonscription. Sur le marché des Minguettes, il doit d'abord se faire connaître. La circonscription de Vénissieux. Vous me connaissez? Non. Bonjour. Pour séduire l'électorat populaire et combler son retard, il attaque le bilan de son adversaire. Si on avait un député comme André Gerin aujourd'hui, il serait dans l'opposition et il partirait à Paris avec une valise vide, il reviendrait vide. Donc je ne pense pas, il a toujours été dans l'opposition, il n'a jamais voté, même avant avec Jospin, il ne votait pas les lois. Donc je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il va faire. Dans la circonscription la plus abstentionniste du Rhône, les candidats ont encore 2 jours pour, sinon convaincre les électeurs, au moins les intéresser. L'équipe de France de foot, c'est ce qu'elle a bu. Et après ce journal, élection 2002, invités François Fillon et Dominique Strauss-Kahn. Les paradoxes de la loi française concernant les erreurs médicales. Une famille victime d'une erreur de diagnostic prénatal s'est vue réduire l'indemnisation qui lui avait été accordée. Jugement en appel, c'est la conséquence d'un texte qui vient d'être voté et qui était censé donner au contraire de nouvelles garanties aux familles. José Blanc-Lapierre, Djilali Belaïd. La petite Caroline a du mal à tenir debout. À 4 ans, elle souffre de la même maladie que sa sœur aînée, une atrophie musculaire grave et héréditaire. Avoir 2 enfants handicapés à la maison, cela implique d'abord pour une maman de faire une croix sur son travail. Chaque geste qui paraît banal pour nous, finalement, pour Alexandrine, c'est beaucoup. Donc je le fais à sa place. Et quand on a 2 fillettes qui passent leur temps à la maison, les loisirs à domicile sont coûteux pour une famille modeste. C'est-à-dire que l'ordinateur là, c'est l'équivalent d'un de mes salaires. De l'argent, ils en ont reçu en décembre 2001, 150 000 € d'indemnité pour la petite dernière, victime d'une erreur de diagnostic prénatal. Mais aujourd'hui, cet argent, la famille doit le rendre. Selon une nouvelle loi votée cette année, elle n'y a pas droit. Si on doit rembourser cet argent, déjà plus de véhicules, tout ce qui est loisirs par la suite, tentative de les sortir un petit peu, c'est fini, on revient exactement au même point de départ, c'est-à-dire qu'on n'a rien. Les parents d'enfants handicapés ne peuvent plus obtenir du corps médical une réparation matérielle, même s'il y a eu erreur de diagnostic. L'avocat de la famille Maurice a décidé de saisir le Conseil d'État. Vers l'interdiction définitive des tests sur les animaux pour les produits cosmétiques. Ils étaient de moins en moins pratiqués, mais toujours autorisés. Le Parlement européen vient d'approuver un projet de directive visant à les proscrire. Sophie Mézel, Patrick de Schmecker. Depuis sa création, il y a 25 ans, cette marque a développé toute son identité autour d'un discours qu'elle était la seule à tenir. Pas de test animal pour ses produits. Demain, sa communication risque d'être obsolète, puisqu'à partir de 2005, l'Europe ne devrait plus avoir le droit d'en passer par là. Des tests sur l'animal pour les cosmétiques, comme cette goutte de shampoing déposée dans l'œil d'un lapin. Si ces tests ne représentent plus aujourd'hui que 0,3% de l'expérimentation animale, c'est que les scientifiques ont su depuis des années développer des méthodes alternatives. Les tests sont aujourd'hui réalisés sur des cellules, sur de la peau reconstituée en laboratoire, voire sur des morceaux de peau humaine récupérés après chirurgie esthétique. Par contre, on aura toujours un problème pour réaliser des tests dits d'allergie. Parce que ça, l'allergie, on a besoin d'un organisme complet. Alors on avait autrefois l'animal, bien sûr, on faisait des tests sur le cobaye. Maintenant, on fait des tests sur l'humain en allergie. Reste un problème toutefois pour ce qui est des nouveaux composants et de leur éventuel pouvoir toxique. Où on teste sur animaux, on ne fait pas de nouvelles molécules. Ou alors on ne fera que du synthétique, avec en agençant des molécules déjà connues. L'amour des petites bêtes devra donc être à ce prix-là. Plus de tests certes, mais en contrepartie moins d'innovation pour nos produits de beauté. Sport, des nouvelles de la Coupe du Monde. L'Italie qualifiée dans la douleur. Victoire également de la Turquie et festival du Brésil. Christophe Duchiron. Décidément, depuis le début de ce mondial, le football est à la fête. Des sombreros sur la tête et des héros en nombre sur le terrain, surtout les Mexicains qui ont fait danser le cuir avec leur meilleur chanteur de Mexico. Au terme d'une action collective de grande envergure, après 15 passes et sans que les Italiens ne touchent une seule fois le ballon, Borgetti d'une tête sublime marque pour le Mexique, dont on peut dire sans peine que les joueurs mouillent le maillot et l'entraîneur sa chemise.
Pendant longtemps, les Italiens ont tout tenté et tout raté. Totti 2 fois, c'est à côté. Résultat, l'entraîneur transalpin s'énerve alors qu'on dirait que le Mexicain fait des mots croisés, 1-0 à la mi-temps. Magnifiques les Mexicains avec leur jeu en passe courte qui donne le tournis aux Italiens et qui sont tout près de marquer une fois encore. Il faudra attendre les 5 dernières minutes pour voir Del Piero égaliser de la tête pour l'Italie. Bon sang, mais c'est bien sûr. Quand l'arbitre siffle bizarrement la fin du match, les Italiens sont heureux car ils sont qualifiés et ça ils le doivent plus aux Équatoriens qu'à eux-mêmes, vous allez comprendre. En effet, dans l'autre match du groupe G, si les Croates en bleu avaient battu l'Équateur, ils se qualifiaient pour les 8e de finale, au lieu de quoi Mendes marque, et voilà comment la défaite des uns a fait le bonheur des Italiens. Ce matin, les Brésiliens ont brillamment continué leur joli bonhomme de chemin en battant le Costa Rica 5-2. Ronaldo, Edmilson, Rivaldo Junior, voilà pour le nom des buteurs. Et les Brésiliens, à force de marquer des buts, sont en train de marquer les esprits. Ils sont à ce jour les grands favoris des pronostiqueurs. L'enquête sur la mort de la championne de ski Regine Cavagnou, c'était en octobre 2001, suite à un choc avec un entraîneur allemand lors d'une descente d'entraînement. Eh bien, la justice autrichienne vient de prononcer l'équivalent d'un non-lieu. Pas de poursuite, ni contre les entraîneurs français, ni contre les entraîneurs allemands qui étaient soupçonnés de négligence. La Fédération française de ski se dit surprise par cette décision qui renvoie à la France la possibilité d'éventuelles poursuites. On en vient maintenant, je vous le disais, à cette découverte annoncée il y a quelques minutes par la NASA, un système solaire, l'équivalent d'un système solaire similaire au nôtre, à 41 millions d'années-lumière de la Terre. Des planètes tourneraient autour d'une étoile comparable à notre Soleil. Romuald Bonan. C'est un Soleil avec ses planètes qui tournent autour. Mais ici, il n'y a ni Terre ni Mars, car ce système solaire n'est pas le nôtre. Des scientifiques travaillant pour la NASA viendraient de découvrir un nouvel ensemble planétaire similaire au nôtre. Au centre, l'étoile s'appelle 55 Cancri, située à 41 millions d'années-lumière de la Terre. Elle est même visible à l'œil nu dans la constellation du Cancer, avec une planète semblable à notre Jupiter. Les scientifiques viennent de l'apercevoir pour la première fois. Déjà il y a 6 ans, une autre planète beaucoup plus petite avait été repérée près de l'étoile, à une distance 10 fois moindre que celle nous séparant de notre Soleil. Suivant ces 2 planètes-là, dans le disque de matière constitué de gaz et poussière où elles se sont formées, 2 autres planètes ont pu se former grâce à des agglomérations de gaz et de matière. Elles ont pu émerger et remplir le vide. Ce nouveau système serait âgé d'environ 5 milliards d'années. Une nouvelle donne pour les scientifiques. Car après avoir trouvé des planètes géantes extrasolaires, les chercheurs souhaitent scruter des planètes plus petites. Elles seules seraient capables d'abriter une forme de vie. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite donc élection 2002, Dominique Strauss-Kahn et François Fillon. La météo, Isabelle Martinet, point route, Valérie Maurice. L'info sur France 2, 21h, envoyé spécial avec notamment 2 enquêtes sur les délinquants de la route et sur les conséquences économiques et autres de l'élimination de l'équipe de France. Minuit 50, dernier journal Laurence Piquet, dès 6h30 Télématin. Roland Sicard recevra Julien Drey dans les 4 vérités. On se quitte avec ces images d'Italie, de Rome notamment, le soulagement et la joie des supporters qui ont bien cru que leur équipe allait connaître le même sort que la France ou l'Argentine. À dimanche pour la soirée spéciale élection législative.